Attention, si vous n'êtes pas à jour dans Game of Thrones, sachez que cette vidéo comporte pas mal de spoilers sur les 7 premières saisons de la série. When you play the Game of Thrones, you win. You die. Depuis des siècles à Westeros, ils sont experts, conspirateurs, malins, cruels et courageux, ils manquent parfois un peu d'honneur. S'ils remboursent toujours leurs dettes, c'est que l'argent n'a pas d'odeur, et dans le secret des donjons, ils font des trucs entre frères et sœurs. Pour se venger, ils décapitent et ils font régner la terreur, ils ont plumé le grand moineau, empoisonné la reine des fleurs. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il faut savoir sur ces tyrans usurpateurs? Mesdames et messieurs, pour vous en assurer, voici 5 anecdotes étonnantes sur les Lannister. The family name that lives on. Numéro 1, ils ont des origines vraiment sordides. You disgraced the Lannister name for far too long. Des relations incestueuses, des trahisons, des actes de cruauté ou encore des parricides. Bref, au cours des 7 premières saisons de Game of Thrones, la famille Lannister n'a pas particulièrement brillé par sa noblesse d'âme et son intégrité. Et en même temps, quand on fouille un tout petit peu dans les branchages les plus touffus de leur arbre généalogique, on comprend assez vite d'où ils tiennent leur perversité, les mecs. Pour comprendre un peu mieux de quoi on veut parler et connaître l'origine de la maison Lannister, il faut remonter une bonne dizaine de millénaires avant Game of Thrones, en plein dans l'âge des héros, sur les traces d'un dénommé Lann le Futé. On vous raconte? Vous êtes sûr? Bon, alors c'est parti. Lann le Futé était un voyageur, descendant des premiers hommes ou bien des Andals selon les versions, et autour duquel ont fleuri de très nombreuses légendes plus ou moins réalistes, mais quasiment toutes en accord sur un point, la malhonnêteté de leur protagoniste. En effet, Lann le Futé, qui doit d'ailleurs son surnom à sa malice et à sa ruse, compte sans problème parmi les plus ignobles fripouilles qui aient jamais foulé le sol de Westeros, et pourtant il y a du level. Si vous ne nous croyez pas, apprenez que Lann est soupçonné d'avoir escroqué les richesses de Garth Main-Verte, prestigieux ancêtre de la maison Tyrell, et même d'avoir volé l'or du soleil pour en orner sa chevelure, obtenant ainsi la couleur blonde commune à tous ses descendants. Bon, c'est pas trop mal comme échauffement, mais son fait d'armes le plus sordide, ça reste quand même l'acquisition on ne peut plus malveillante de Castral Rock. Comme son nom l'indique, cette forteresse bâtie sur la côte ouest de Westeros appartenait à l'origine à la maison Castral. Lann le Futé a fini par se l'approprier. Comment s'y est-il pris? Eh ben là encore, ça dépend des versions. Selon certains, il aurait découvert un petit passage secret dans la roche du château lui permettant d'entrer. Une fois à l'intérieur, Lann le Futé aurait chuchoté des mensonges à l'oreille des habitants endormis, les montant les uns contre les autres et leur faisant croire que le château était hanté. D'autres versions prétendent qu'il aurait utilisé le passage pour infiltrer des rats, des vermines ou même des lions à l'intérieur des murs, d'où le futur emblème rugissant de la maison Lannister. D'autres encore racontent qu'il aurait investi la lignée des Castrales de manière encore plus sordide, en visitant dans leur sommeil les jeunes filles de la forteresse qui auraient donné naissance à des enfants aux cheveux blonds 9 mois plus tard. Ah oui, non mais on vous avait prévenu. Bon, sinon, une dernière version un peu plus soft raconte que Lann le Futé était un chevalier du seigneur Castral et qu'il aurait repris son héritage en épousant une de ses filles. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la version, une chose est sûre, l'arrivée de Lann le Futé dans l'histoire de Westeros marque la fin de la maison Castral et la naissance de la maison Lannister qui, pour résumer, ne doit sa puissance et sa renommée ni à son rang, ni à son courage, ni à ses conquêtes, mais uniquement à la ruse de son ancêtre. The future is shit. Just like the past. Numéro 2, leur rivalité avec les Stark est inspirée d'un fait historique. On le sait, notre ami George R.R. Martin, auteur de la saga littéraire qui a donné Game of Thrones, est un grand féru d'histoire. Pour donner naissance aux aventures de Jon Snow, de Daenerys, de Tyrion et des autres, il s'est donc inspiré, selon ses propres déclarations, de la saga romanesque des Rois Maudits, écrite par le français Maurice Druon à partir des années 50, mais aussi de véritables faits historiques. Du coup, on vous le disait, la lutte sans merci qui oppose les Stark aux Lannister dans Game of Thrones serait apparemment tirée de la guerre des Deux Roses qui a opposé les maisons royales York et Lancaster dans l'Angleterre du XIVe siècle. Bon, déjà niveau consonance, ça fonctionne plutôt pas mal, Stark, York, Lannister, Lancaster, et quand on épluche un tout petit peu les manuels d'histoire comme le fait très bien Ted Head dans sa vidéo, c'est encore plus frappant. Par exemple, Henri VI et son épouse Marguerite d'Anjou, à l'ambition démesurée, font carrément penser à Robert Baratheon et à Cersei Lannister, non? Surtout que Marguerite a fini par évincer à plusieurs reprises et par éliminer un certain Eddard Stark, Richard York, ancien protecteur du royaume et conseiller du roi, qui représentait une menace pour les Lancaster. Edward de Westminster, le fils de Marguerite, réputé pour sa cruauté, c'est bien entendu notre ami Geoffrey. Et Henri Tudor, héritier de la couronne élevé en exil avant de revenir en France pour réclamer le trône d'Angleterre, ben c'est Daenerys qui revient à Westeros. Bon ok, les dragons et les tresses en moins, mais bon, c'est l'idée. Sinon, à part ça, sachez que l'empoisonnement surprise de Geoffrey dans l'épisode 2 de la saison 4 fait écho au destin du prince Eustache VI de Boulogne qui s'était étouffé à mort lors d'un banquet donné en son honneur en 1153. Quant à la marche de la honte subie par Cersei dans l'épisode 10 de la saison 6, elle rappellera sans doute aux historiens accomplis le sort qui était réservé à certaines femmes adultères dans la France et l'Angleterre du XIIIe et XIVe siècle. Ce fut notamment le cas d'Alice Perrers, amante du roi Édouard III, et de Jane Shore, maîtresse du roi d'Angleterre Édouard IV, soupçonnée de sympathie avec les ennemis du royaume. Bref, vous avez compris, Game of Thrones, c'est un vrai bouquin d'histoire. Numéro 3, ils menacent leurs ennemis en musique.
Vous entendez cette petite mélodie? Ouais, bon bah autant vous le dire tout de suite, c'est pas bon signe. Si vous l'écoutez dans une salle de banquet, interprétée par la troupe de ménestrels de la soirée après avoir entendu les portes de la salle se refermer, on va pas se mentir, c'est même méga chaud pour votre gueule. Bref, la chanson en question, vous ne l'avez certainement pas oubliée si vous avez assisté aux noces pourpres de l'épisode 9 de la saison 3 de Game of Thrones, s'appelle Les pluies de Castamere. Elle a été composée bien avant les événements décrits dans la série, alors que Tywin Lannister, futur père de Jaime, Cersei et Tyrion, était encore un jeune homme qui dirigeait les armées de son père de manière, disons, assez intransigeante. En effet, à l'époque, la maison Rain s'était rebellée contre l'autorité de la maison Lannister à laquelle elle avait juré allégeance. Quoi? Vous n'avez jamais entendu parler de la maison Rain? Ah bah c'est normal ça, vu que pour les punir de leur désobéissance et pour être bien sûr que personne ne manque plus de respect aux Lannister, Tywin et ses troupes leur ont rendu une petite visite amicale dans leur fief de Castamere, qu'ils ont mis à feu et à sang, exterminant jusqu'au dernier les membres de la famille Rain. D'où les paroles de la chanson, hein. Oui, les pluies pleurent en sa tanière et nulle âme ne l'entend plus. Bref, le genre d'événement qui a dissuadé pas mal de monde de vouloir chercher des crosses aux Lannister. Power is power. C'est ainsi qu'un peu plus tard, lorsque le seigneur Farman a commencé à faire son intéressant, Tywin s'est contenté de lui envoyer un luth au lieu d'une lettre avec un musicien pour lui interpréter les pluies de Castamere. Le gars a immédiatement compris le message et le problème était réglé. Voilà pour la petite histoire de cette sordide chanson qui permet de comprendre un peu mieux pourquoi elle a été spécialement interprétée à l'attention des Stark dans la grande salle de Walder Frey, juste avant que ne débute le massacre que l'on connaît et qui était donc irrémédiablement signé de la griffe Lannister. Numéro 4, leur épée ancestrale a été perdue. À Westeros, il existe plusieurs épées valyriennes, c'est-à-dire forgées dans la cité antique de Valyria en acier valyrien. Un métal extrêmement rare et précieux qui permet entre autres de buter des marcheurs blancs, ce qui est un atout non négligeable quand on sait que l'armée des morts est actuellement en route pour raser Westeros. Bref, ces épées sont souvent détenues par les plus grandes familles du royaume, qu'elles conservent précieusement et se passent de génération en génération. On a par exemple Corvenin qui appartient aux Tarly, Grand Griff, l'épée ancestrale des Mormons qui aurait donc logiquement dû revenir à Jorah mais qui a finalement été léguée à Jon Snow, ou encore Glass, l'épée des Stark, maniée par Ned pour décapiter le déserteur dès le premier épisode de la série. Bon, et les Lannister alors? Ils n'ont pas une petite épée valyrienne dans la famille? Eh ben si, justement. Enfin, à la base, si. Rugissante, une magnifique lame avec un pommeau en tête de lion qui a été perdue avec son possesseur, le roi Tommen II, qui menait une expédition dans les ruines de Valyria environ 400 ans avant Game of Thrones. Depuis, les Lannister ont tenté par tous les moyens de mettre la main sur une autre épée valyrienne sans succès, jusqu'à ce que Ned Stark soit décapité et son fils Robb assassiné aux noces pourpres. Tywin s'est alors fait un plaisir de récupérer Glass, l'épée ancestrale des Stark, et de la reforger pour en tirer 2 nouvelles lames. Pleurs de veuve, qui devait revenir à Joffrey mais qui a finalement été confié à son père Jaime après son empoisonnement, et Féal, que Jaime a cédé à Brienne pour la remercier de son escorte jusqu'à Port-Réal. Numéro 5, il possède désormais l'une des plus puissantes armées du monde. Cersei l'annonçait à Jaime à la fin de la saison 7, son fidèle et sanguinaire bras droit Euron Greyjoy est parti à Essos, à l'est de Westeros, pour recruter ce qu'on appelle la Compagnie Dorée, censée prêter main forte à la reine et lui permettre de conserver le trône de fer. D'après ce qu'on a pu voir dans la bande-annonce de la saison 8, il a réussi et il vogue à présent en direction de Port-Réal avec la flotte Greyjoy chargée de guerriers en armure d'or. Bon, alors dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Celles qui ont lu les bouquins de George R.R. Martin et qui savent donc déjà ce qu'est la Compagnie Dorée, et les autres. Pour les autres, on précisera simplement qu'on est en train de parler d'une des armées les plus puissantes du monde de Game of Thrones, composée de mercenaires surentraînés montés sur des chevaux ou sur des éléphants de combat, comme dans Le Seigneur des Anneaux, mené par le dénommé Harry Strickland, lui, là, sur le bateau, est réputé pour ne jamais rompre les contrats qu'ils ont passés. C'est-à-dire que si tu leur as serré la main et que c'est toi qui ne respectes pas ta parole, ils te butent. Hasta la vista, baby. Au moins, c'est clair. Bref, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est juste que les Lannister n'ont pas encore dit leur dernier mot, et qu'après avoir réglé leur compte aux marcheurs blancs, Jon Snow et Daenerys ne seront peut-être pas encore au bout de leur peine. En tout cas, une compagnie dorée pour une reine aux cheveux dorés qui gouverne sous la bannière dorée du lion Lannister, ça ne pouvait pas mieux tomber. I love gold. Voilà, on vous a tout dit. Ah non, pardon, on a juste oublié de vous préciser que la devise des Lannister n'est pas un Lannister paie toujours ses dettes, mais Hear me roar, écoutez-moi rugir, que pour interpréter Joffrey, l'acteur Jack Gleeson s'était inspiré du personnage de Commode, incarné par Joaquin Phoenix dans Gladiator, et que selon son propre aveu, le personnage préféré de George Martin était Tyrion. Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor, and it can never be used to hurt you.